Donc la durée péropératoire, est-ce utile ou inutile? J'ai un certain nombre de conflits d'intérêts, mais qui ne sont pas de nature à interagir avec le sujet de la diurèse. Et je vous propose de commenter par des notions physiologiques. Est-ce qu'on peut expliquer le débit urinaire physiologiquement de façon simple? Vous savez qu'à l'entrée du rein, il y a le débit sanguin rénal et la pression de perfusion. Et ce sont les deux principaux déterminants de ce qu'on appelle le débit de filtration glomérulaire, puisque ce débit sanguin rénal et cette pression qui vont arriver à l'entrée du rein vont produire ici une pression hydrostatique qui est directement dépendante de la PAM. Il y a la pression oncotique qui est liée aux protéines qui sont contenues dans le sang qui empêchent l'ultrafiltrat d'être produit au niveau du glomérule. Et vous avez de la pression en fait dans le rein. Il y a une pression dans la capsule de Bowman qui s'oppose aussi à la fabrication de l'ultrafiltrat glomérulaire. Ce qui fait qu'à la fin, la pression transglomérulaire, c'est 10 mm de mercure, c'est assez faible. Donc toute variation peut entraîner assez rapidement une variation du débit de filtration glomérulaire. Alors la production de l'ultrafiltrat glomérulaire, c'est 180 litres par jour, et après beaucoup de travail à partir des tubules et des fonctions tubulaires, on produit 1,5 litre à 2 litres de diurèse par jour. Il y a donc deux déterminants majeurs de la diurèse, des déterminants hémodynamiques, et on aimerait que ce soit uniquement cela, qui sont le débit sanguin rénal et la pression de perfusion, mais il y a aussi beaucoup de déterminants au niveau tubulaire, et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas attribuer la diurèse directement comme un paramètre de perfusion rénale, tout simplement. Le problème en péropératoire, c'est que la chirurgie a tendance à faire sécréter de l'aldostérone, la chirurgie et la douleur fait sécréter de l'ADH. Il y a très souvent, dans le cadre d'une laparoscopie, une augmentation dans la pression de la capsule de Bowman, et puis avec le remplissage vasculaire, et chez les patients défaillants cardiaques, une congestion qui peut s'installer. Et parmi les médicaments qu'on utilise, noradrénaline, vasopressine, ils ont des effets sur les artérioles glomérulaires afférentes et efférentes, et ils vont modifier les paramètres qu'on a vus tout à l'heure. J'en veux ici pour preuve chez les patients qui vont subir une chirurgie bariatrique. Vous avez des patients qui subissent cette chirurgie en laparotomie versus des patients qui veulent la subir en laparoscopie, en noir. Et vous voyez que le débit urinaire au cours de la chirurgie, il peut être 30 à 70% inférieur chez les patients qui vont avoir une laparoscopie. C'est lié à une augmentation dans la pression de la capsule de Bowman, une baisse de la pression transglomérulaire, et donc on produit moins d'urine. Est-ce que c'est associé à une sécrétion d'ADH ou d'aldostérone en particulier? Non, non, pas du tout. La chirurgie provoque bien une augmentation de la sécrétion d'ADH, elle provoque bien une augmentation de la sécrétion d'aldostérone, mais laparotomie versus laparoscopie, il n'y a pas de différence. Cette différence de diurèse, elle est uniquement liée à l'insufflation du pneumopéritoine pour pouvoir réaliser la chirurgie. Alors c'est peut-être ce qui explique la raison pour laquelle cette poche d'urine est souvent assez cachée au bloc opératoire. On va la relever de temps en temps. Elle est un système de recueil, mais qui finalement est jugé comme étant peu informatif. Est-ce qu'on peut pour autant quand même définir ce que c'est un débit urinaire ABC au bloc opératoire? Ici, vous avez la classification de Cadigo qui permet de classer les insuffisances rénales. Elle est particulièrement utilisée soit en réanimation, soit en post-opératoire. Elle n'a jamais été appliquée au péropératoire, mais elle est au moins instructive pour, on va dire, se fixer certains seuils. Vous voyez que les premiers seuils de dysfonction rénale et insuffisance rénale Cadigo 1, c'est moins de 0,5 ml/kH pendant 6 heures. Un peu plus longtemps pour le Cadigo 2, et vous avez un deuxième seuil de 0,3 ml/kH pendant au moins 24 heures chez les patients qu'on définit comme étant Cadigo 3. Ce qui est intéressant de voir, ce qu'on sait de la physiologie, c'est que toute personne qui descend son débit urinaire en dessous de 0,3 ml/kH, ce qui correspond au stade qui est ici, il atteint le seuil limite d'excrétion des déchets azotés. Vous ou moi, ou n'importe quelle personne en bonne santé, si on descend en dessous de 0,3 ml/kH trop longtemps, on va monter la créate. Ce n'est pas possible de mettre autant d'osmol. Nous ne sommes pas les écureuils du désert américain. Nous ne pouvons pas concentrer nos urines suffisamment pour survivre en dessous de 0,3 ml/kH. Qu'en est-il de 0,5 en péropératoire? Je vous propose de l'évaluer. Ici, c'est une grande série qui a été réalisée sur de la chirurgie non cardiaque, plus de 6000 patients, et qui a essayé de regarder si l'oligurie pérop, avec un seuil de 0,5 ml/kH, pendant plus de 2 heures sur la chirurgie, était associé à plus d'insuffisance rénale en post-opératoire. Vous voyez que de façon indépendante, l'oligurie péropératoire s'est associée à 2 fois plus de risque de faire une insuffisance rénale en post-op. Insuffisance rénale qui était définie par une augmentation de la créatinine. Et ça, indépendamment du fait que la chirurgie soit faite en urgence, que ce soit une chirurgie vasculaire, qu'il y ait de la transfusion, et un certain nombre d'autres paramètres dont on sait qu'ils sont associés avec l'insuffisance rénale. Si vous regardez également sur le schéma de droite, vous voyez que plus l'oligurie a été prolongée,
plus le risque d'insuffisance rénale post-opératoire était augmenté. Donc au seuil de 0,5 ml/kH, quand on fait plus de 2 heures d'oligurie, c'est associé à de la dysfonction rénale post-opératoire. Est-ce que d'autres seuils ont été testés? Si on compile toutes les études qui ont étudié le débit urinaire péropératoire et qui ont regardé s'il était associé à l'insuffisance rénale post-op, vous voyez qu'on prenne 0,5 ml/kH ou 0,3 ml/kH, on a un peu le même type d'information. Je me serais personnellement attendu à ce que 0,3 ml/kH soit associé à plus d'insuffisance rénale ou qu'il soit plus dissociatif entre l'avoir, ne pas l'avoir, que ce soit associé avec une insuffisance rénale ou pas d'insuffisance rénale, mais on retrouve exactement la même courbe pour 0,5 ou 0,3. Ce qu'on pourrait dire, c'est que le débit urinaire ABC est associé avec le risque d'insuffisance rénale post-op et qu'à partir de 0,5, on recueille déjà cette information. Pas besoin de descendre le seuil au-dessous de 0,3. Par contre, si on va regarder un petit peu plus en détail la capacité prédictive de cette oligurie péropératoire à prédire l'insuffisance rénale post-op, en fait, ce n'est pas bon du tout. Valeur prédictive positive, c'est 25%, valeur prédictive négative, c'est 82%. C'est-à-dire qu'il y a que 25% des patients qui ont l'oligurie péropératoire qui vont faire l'insuffisance rénale en post-op. Alors, est-ce qu'il y a des recommandations sur le débit urinaire en péropératoire? On le recueille, on le mesure, mais est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Donc, on a largement discuté des dernières RFE SFAR sur le plan hémodynamique. Ils recommandent une optimisation du volume d'éjection systolique individualisée. Ils recommandent un niveau de PAM en dessous duquel il est déconseillé d'aller parce qu'on a un risque d'hypoperfusion tissulaire. Mais en fait, il n'y a pas un mot sur le débit urinaire en péropératoire. Alors, est-ce qu'il peut être une cible thérapeutique? Je me rends compte que je ne devrais pas utiliser ce terme depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il peut être un objectif qu'on peut optimiser de façon individualisée? Il y a eu pendant très longtemps dans les thérapies ciblées dans la Goal-Directed Therapy, en plus de l'optimisation du volume d'éjection systolique, le débit urinaire a longtemps figuré dans les algorithmes d'optimisation. Alors je ne vous cache pas, quand on regarde les études, on ne savait pas quelle thérapeutique était avancée ou était réalisée lorsque le patient avait un débit urinaire bas, mais ça faisait partie des objectifs à atteindre que d'avoir un débit urinaire supérieur à 0,5 ml/kH. Vous voyez ici que la Goal-Directed Therapy, lorsqu'elle est associée à l'optimisation d'un débit urinaire, elle n'est pas tout à fait positive pour diminuer la mortalité post-opératoire. Et que si on étudie plus spécifiquement par rapport aux différents manœuvres thérapeutiques qui étaient réalisées dans ces protocoles, eh bien, cibler un débit urinaire, ça ne ressort pas comme un facteur qui est associé avec un meilleur devenir après une chirurgie. Pourquoi ça? Probablement parce que, comme on l'a vu, la valeur prédictive positive du risque d'insuffisance rénale est assez faible, et donc l'oligurie pérope, ce n'est pas toujours de l'hypoperfusion ou de l'hypovolémie. Et ça veut dire que quand on va faire un remplissage vasculaire, on va prendre un risque, dans un certain nombre de cas, de faire de la surcharge hydrosodée, d'induire de la congestion et de l'œdème interstitiel sanguin, en fait. Mais à contrario, chez quand même 25% des patients, ça correspond à un risque d'insuffisance rénale accrue, et donc c'est probablement associé à de l'hypoperfusion tissulaire. Et donc on aimerait réussir à dépister ces patients-là pour corriger l'hypoperfusion et prévenir l'insuffisance rénale aiguë. Ce n'est pas une chose qui est si simple à faire, parce que si vous reprenez l'exemple des patients qui vont avoir une chirurgie sous laparoscopie, ici ce sont des patients obèses, 50 dans chaque groupe, à qui on va donner comme remplissage vasculaire systématique en péropératoire 4 ml/kH versus 10 ml/kH. Vous voyez que la diurèse péropératoire de ces patients est uniquement de 100 ml. Pour un patient obèse, on est même en dessous de 0,3 ml/kH. Ce qui est frappant, c'est que augmenter de 2,5 fois le remplissage vasculaire n'augmente absolument pas la diurèse des patients. Quand le problème de perfusion rénale, c'est un problème d'augmentation de la pression au niveau de la capsule de Bowman, vous pouvez toujours remplir beaucoup, vous ne maintiendrez pas la diurèse. Est-ce que ça pose un problème? C'est une chirurgie qui dure 3 heures, le pneumopéritoine il doit durer 2h30, entre le pré-op et le post-op, la créatinine n'a pas bougé. Donc ça fait partie de ces oliguries, ça fait partie de ces contextes au cours desquels elles peuvent être respectées. Alors comment essayer de dépister si une oligurie est vraiment associée avec une hypoperfusion rénale? Il faut probablement confronter les données du débit urinaire avec l'hémodynamique systémique. Alors ici on est dans le cadre de la transplantation hépatique. Ce sont des patients qui ont une mesure de la SVO2, en plus d'avoir le monitorage classique de la diurèse. Et vous voyez que lorsqu'on associe la mesure de la SVO2 avec la mesure
de l'oligurie, vous êtes beaucoup plus pertinent et perspicace pour dépister le risque d'insuffisance rénale post-opératoire. C'est-à-dire que pour s'assurer qu'une oligurie soit en fait une hypoperfusion, il faut regarder les autres paramètres hémodynamiques et les autres paramètres de perfusion. Est-ce qu'on peut s'aider de moyens plus précis de mesure de la diurèse pour être plus pertinent au bloc opératoire? Il existe de plus en plus d'appareils qui se développent pour la mesure continue de la diurèse. Vous savez que c'est un petit peu fastidieux quand même d'aller récupérer la poche, d'aller mettre ça éventuellement dans une éprouvette pour avoir une mesure précise. Parfois, on se sert juste de celle qui est fournie avec la poche elle-même et ça demeure imprécis. Et quand le chirurgien appuie sur le ventre, en fait, ça vide la vessie. Alors que s'il la laisse se remplir après, ça ne donnera pas dans la poche, ça reste dans la vessie et on peut avoir l'impression de fausses oliguries. Certains appareils sont désormais faits avec une membrane et une aspiration régulière qui permet de mesurer la diurèse en temps réel au compte-gouttes. Et si vous comparez cette façon de faire ici avec la façon qu'ont les personnels du bloc opératoire, médecins ou infirmiers, pour mesurer la diurèse, vous vous rendez compte que le système automatique, il y a une variabilité qui est plutôt de l'ordre de plus ou moins 25 ml, alors que ça peut aller jusqu'à 100 ml de variation par rapport à la méthode de référence, quand c'est l'être humain qui va recueillir la poche de diurèse. Qu'est-ce que ça permet? En tout cas, dans cette étude au bloc opératoire, si on fixait une oligurie comme étant un épisode de 20 minutes en dessous de 0,3 ml/kH, seulement 21% étaient détectés par les praticiens au bloc opératoire, alors que si vous utilisez un appareil automatique qui mesure précisément la diurèse, vous dépistez 80% plus d'épisodes d'oligurie inférieurs à 0,3 ml/kH. Bon, je vous invite à regarder cette courbe ici qui a été recueillie par un interne qui a travaillé sur un projet où on mesurait le débit urinaire en continu chez les malades à haut risque au bloc opératoire. Ici, vous voyez en bas la courbe de diurèse en gris qui vous donne un point toutes les 15 minutes. Ce n'est pas continu, mais déjà toutes les 15 minutes, alors qu'on a plutôt tendance à le regarder par heure en général. Et vous avez de façon concomitante une mesure de la pression artérielle moyenne en bleu et du débit cardiaque en orange. Et vous voyez que la variation en fait, du débit urinaire est quand même associée à la variation d'hémodynamique systémique. Que ce soit au niveau de PAM, que ce soit au niveau de débit cardiaque, il y a quand même, comme on l'a vu sur la première diapositive, une part de la diurèse qui est expliquée par de la perfusion. Et donc on peut imaginer qu'avec ce type de dispositif, dans l'interprétation qu'on fera de l'oligurie, il sera beaucoup plus facile de la rapprocher et de la relier à l'hémodynamique systémique pour savoir si la mesure corrective qu'on a mise en place a corrigé la diurèse. Alors en conclusion, l'oligurie péropératoire, elle est associée au risque d'insuffisance rénale post-opératoire. Elle a une sensibilité et une spécificité toutefois médiocres pour la prédire. Le traitement systématique par remplissage vasculaire de toute oligurie, ce n'est probablement pas une bonne réponse à donner. L'oligurie, il faut le prendre comme un signal d'alarme. On est en dessous de 0,5 ml/kH pendant 2 heures, ou alors on a un outil qui la mesure en continu et qui dit qu'on est descendu en dessous de 0,5 ml/kH. Il faut se poser des questions. Il faut faire une analyse de l'hémodynamique systémique. Peut-être que le débit cardiaque a baissé de 20% par rapport à la phase initiale de la chirurgie. Et ça peut justifier de faire un remplissage vasculaire, voir si on a une réponse en débit cardiaque et si c'est associé à une correction de la diurèse. Mais ne pas aller plus loin si l'hémodynamique systémique ne nécessite pas d'être corrigée. Et enfin, le dernier élément, c'est que voilà, l'intérêt de la mesure continue du débit urinaire, moi je pense que c'est intéressant pour développer des travaux de recherche et mieux intégrer ce paramètre. En tout cas, ça mesure plus précisément que ce qu'on fait au quotidien. On s'embête moins quand il y a une mesure, on va dire, automatique. Elle peut être reliée à l'informatique du bloc opératoire lorsque vous en disposez pour pouvoir superposer les paramètres hémodynamiques et pouvoir interpréter en direct si elle est liée à une hypoperfusion ou pas. Je vous remercie de votre attention.